Je ne pense pas que la Grande-Bretagne ou le peuple britannique soit un peuple europhobe. En revanche, ce que la Grande-Bretagne refusait, c'était cette espèce d'emprise du fédéralisme européen qui s'imposait à elle et qui lui interdisait finalement de contrôler justement les flux migratoires. Parce que en fait, le Brexit s'est fait là-dessus. Oui, mais c'est tout l'intérêt de l'Europe. Non, justement, alors attendez, pas tout. Non, si. Quand vous avez, si vous voulez, des pays de l'Est, des centaines de milliers de personnes qui s'installent en Grande-Bretagne, qui font peser à la baisse sur les salaires des Britanniques, les Britanniques le pensent comme un problème. Ce n'est pas le même cas que des retraités britanniques qui viennent s'installer en France en rachetant des fermes dans des territoires désertifiés pour une bouchée de pain. Ce n'est pas du tout la même problématique au sens économique. J'ajoute que la deuxième chose, c'est que sur l'accord, justement, je pense que l'accord, pour le coup, est un bon accord, en tout cas le moins mauvais possible. Pourquoi ? Parce que les Britanniques voulaient en fait sortir, voulaient récupérer leur souveraineté sans casser leur économie et en ayant la possibilité de continuer à commercer librement avec l'Europe. Ils l'obtiennent. Alors certes, la City n'obtient pas ce qu'on appelle le passeport européen, c'est-à-dire la capacité à avoir des activités financières depuis la Grande-Bretagne sur l'espace financier européen. Mais bon, ça, à la limite, si vous voulez, le peuple britannique, il s'en fout un peu parce qu'il n'aime pas trop les banquiers opulents. Et l'Union européenne, elle, effectivement, conserve la possibilité également d'avoir accès au marché britannique, qui est très important pour les entreprises européennes, puisque c'est l'un des rares pays avec lequel les pays de l'Union européenne, et notamment la France, a un excédent commercial. Et surtout, l'Union européenne, je termine par ça, l'Union européenne voulait montrer qu'on ne sort pas de son giron comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important pour ceux qui appellent au Frexit en France, qui s'imaginent que si on est élu le 7 mai, le 8 mai, on va pouvoir sortir et de la zone euro et de l'Union européenne sans aucune négociation. Eh ben, ils ont l'exemple de quelque chose qui a duré pendant 4 ans et demi, alors que la Grande-Bretagne n'appartient même pas à la zone euro, si vous voulez. Donc tout ça doit... L'Union européenne ne pouvait pas monter, la paix en Europe a été obtenue principalement à partir des années 50 par l'équilibre de l'arme atomique. Voilà, c'était la destruction mutuelle assurée entre les deux blocs. Par la mise en commun de l'acier et du charbon. Non, mais c'est un effet secondaire. Et puis, Monsieur Taylor, moi je suis juste... Tous les 30 ans, pendant des siècles et des siècles, nous avons vécu des guerres. Ben oui, mais il n'y avait pas l'arme atomique à ce moment-là, donc vous pouvez toujours dire ça. C'est d'abord les relations commerciales entre la France et l'Allemagne, entre les partenaires européens, qui ont permis de régler ces problèmes-là. À partir du moment où on met les choses en commun et qu'on ne peut plus faire la guerre, parce que de toute manière économiquement on est lié. Vous savez très bien que si du jour où l'Union soviétique a chuté, il y a eu la guerre à 1h30 de Paris, en Yougoslavie. Donc faut c'est l'économie qui tisse des liens. C'est pas l'économie. L'économie avait tissé des liens à la veille de la Première Guerre mondiale, et c'est d'ailleurs ce que disaient vos prédécesseurs politiques à ce moment-là. Et vous savez très bien que ça n'a pas empêché la Première Guerre mondiale. Voilà. Vous et tous les européistes au moment du Brexit avaient été atteints de convulsions hyperthermiques en disant oh là là, mais le pourcentage de victoire du Brexit est beaucoup trop court, il faut revoter, etc. Mais on aurait aimé que vous disiez ce genre de choses au lendemain de Maastricht, par exemple, alors que le traité de Maastricht n'a été voté que par un peu plus de 51% des Français. Donc la démocratie, elle ne se discute pas en fonction de vos desiderata idéologiques. Elle se respecte telle qu'elle est, même si elle va à l'encontre de ce que l'on peut penser. En l'occurrence, le choix des Britanniques, il est ce qu'il est. Il faut l'accepter tel quel. Voilà. Sur Erasmus et tout ce que vous dites, vous savez très bien que tout ça va être remplacé par d'autres traités. Ça va s'arrêter, ça. Vous savez très bien ce qu'on appelait avec les traités de l'Union européenne. Il y a d'abord une grande partie qui a été sauvegardée, et ensuite ce qui n'a pas été sauvegardé, comme par exemple l'Erasmus, voire le passeport financier européen. Rien ne dit que dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, on ne négociera pas sur ces points particuliers pour rétablir. Et juste un dernier point. Quand on a expliqué pendant 4 ans que les Britanniques regrettaient leur choix, et que je vois qu'il y a moins d'1 an, au moment des élections législatives britanniques, l'UKIP est arrivé en tête. Alors on peut toujours m'expliquer que les Britanniques ont regretté leur choix. S'ils regrettaient leur choix, ils n'auraient pas mis l'UKIP en tête aux dernières législatives. Donc ils ne regrettent pas du tout, ils en sont très contents et très fiers. Overton, c'est-à-dire c'est la France orange mécanique. Voilà, c'est exactement comme dans le film. C'est-à-dire des inconnus se glissent chez vous, vous ligotent, vous violentent pour vous voler. Bizarrement, il y a quelque chose que je piche pas tout d'un coup là. Pourquoi on ne dit pas que c'est des musulmans là ? Parce que ça a été dit, monsieur. C'est Algériens. On ne sait pas. Non. Mais quel est le rapport, Jean Messia ? Mais quel est le rapport ? Quel était le rapport avant ?
Mais c'est le procureur de la République qui parlait. Ah, d'accord, mais là, le procureur de la République n'a pas précisé la religion. Et donc vous voyez, mais on n'a pas entendu. Il faut le dire dans les deux cas. Si vous voulez, il y a quelque chose, effectivement, il y a l'excuse de la minorité, mais ils savent aussi très bien qu'il y a l'excuse de la diversité. Parce que vous savez très bien qu'en France, la justice pratique une sorte d'immunité diversitaire, où quand vous êtes d'origine étrangère, la justice, en tout cas certains juges, sont subitement beaucoup plus cléments parce qu'ils savent derrière. Vous avez des preuves de ça. Ils savent derrière qu'effectivement vous allez avoir tout un tas de gens de gauche comme M. Durand qui vont dire ah ben non, c'est pas des criminels, ils sont pauvres, c'est leur condition sociale qui fait d'eux des victimes. Bon. Et donc finalement la victime, ce n'est pas ceux qui sont volés, mais les voleurs, parce que eux ils pâtissent de conditions sociales et de discrimination qui fait que finalement ils ne sont pas de vraies victimes. Mais ça n'a rien à voir avec l'origine. Non mais voilà, évidemment que ça a à voir. Le procureur de la République, il est là pour donner les éléments, effectivement, des pièces à conviction et les motivations du tueur. Or là, en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est que les motivations, c'est une affaire de drame familial, de violence intraconjugale par rapport à des gardes d'enfants, etc. L'élément religieux n'a rien à faire là parce que ce n'était pas une motivation. Alors moi, si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est qu'on balance le mot catholique, parce qu'après, ça a été repris par les médias. Donc le mot catholique, et le procureur, il le dit justement, mais c'est ce qu'il fait, parce que derrière, tous les médias le prennent. Et donc dans l'imaginaire des gens, on va commencer à croire qu'effectivement, ce crime avait une motivation religieuse. Donc moi, je m'étonne qu'on mobilise ça, alors même que lorsque un type fait irruption dans un endroit qui crie Allah Akbar avec un Coran dans son sac à dos et des liens avec l'État islamique avérés par Internet, on vous dit ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, en l'occurrence, ça n'a strictement rien à voir avec le catholicisme et on nous dit ça a tout à voir avec. Donc c'est vraiment... Non, les procureurs de la République, dernière un acte terroriste. Dernière chose, je signale simplement qu'en 2017... un tueur qui répond au nom d'Abdallah Boumezar avait tué 2 gendarmes, 2 femmes en l'occurrence gendarmes, et à l'époque personne n'avait souligné que c'était quelqu'un de musulman puisque c'était un criminel, à juste titre d'ailleurs, c'était juste un criminel récidiviste. Frédéric Durand. Vous savez, on est toujours dans le réglage fin, si je puis dire, depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut maintenir une activité à la fois économique et sociale et en même temps... nous protéger. Donc je pense que l'Église catholique, en l'occurrence, a trouvé une parade qui consiste à maintenir les offices religieux, et celui-ci en est un important dans l'année liturgique catholique, tout en respectant effectivement et en protégeant les gens. Voilà. Alors c'est vrai, je rejoins ce que disait Gilles il y a un instant, c'est quand même plus beau d'avoir la solennité d'une messe dans une grande cathédrale, mais enfin entre l'impossibilité d'avoir tout le monde dans une cathédrale et puis l'interdiction absolue de la messe comme ça a été le cas il y a quelques semaines, je pense qu'on a trouvé là une parade qui permette à la fois de se protéger et de continuer sa vie spirituelle. Bon. Parce que quand on voit ce que représente finalement le nombre de routiers coincés, c'est-à-dire entre 1000 et 1500 personnes, puisque ça ne vous a pas échappé, il n'y a qu'un routier par camion. Donc la masse de camions stationnés ne doit pas impressionner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une personne. Quand on voit que par ailleurs, vous avez des avions qui débarquent de partout sans aucun contrôle... J'ajoute que ce routier, pardon, pour être très précis, il a pu rentrer chez lui après, on l'a eu en direct. D'accord, mais enfin, quand on voit que chaque jour, si vous voulez, dans les aéroports français, on voit débarquer de la terre entière des gens sans aucun contrôle sanitaire, et là, pour des raisons, alors je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, sans doute politiques, on interdit à 1000 ou 1500 personnes, et en plus, sans parler des conséquences économiques et commerciales qu'il y a derrière, ça c'est encore une autre affaire, mais rien que sur le plan humain, si vous voulez, c'est totalement sidérant. Enfin, c'est une décision qui est incompréhensible au regard de ce qui se fait par ailleurs. C'est une décision qui est incohérente, qui est incompréhensible et pour tout dire scandaleuse. Prendre comme modèle la Chine, c'est à ça que je voulais réagir tout à l'heure. Mais on ne prend pas comme modèle la Chine, on prend comme modèle ce qui réussit. On peut avoir des désaccords avec telle ou telle mesure, ou beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement sur les 9 derniers mois, mais de là à ériger les Chinois en modèle, on n'a aucune idée de la manière dont les choses se passent là-bas. Ils ont menti. C'est-à-dire si on se prend nous-mêmes pour un anti-modèle, ça risque pas de contrecarrer la pandémie. Simplement, soyons mesurés, évitons de prendre les Chinois comme modèle. On n'a aucune idée de la manière dont les choses se passent là-bas. Il ne faut pas prendre leurs chiffres pour argent comptant. Ils nous ont menti du premier au dernier jour. Quand ils nous disent que tout va bien en Chine, ils le disent très bien. Permettez-moi d'en douter. Oui, en tout cas, moi, je ne fais pas des Chinois mon modèle. Certes, mais enfin, le mensonge n'est pas exempt du gouvernement non plus. Quand on nous a expliqué pendant des semaines que les masques servaient à rien, et qu'ensuite on nous dit qu'il faut se masquer partout,
bon, je veux dire que le gouvernement français n'est pas exempt de mensonges. Donc avant d'administrer des leçons à un pays étranger, déjà, balayons devant notre porte. Voilà. Je suis très heureux que mon interlocuteur de l'UDI fasse preuve d'une lucidité et d'une sagacité basdovienne quand il s'agit de pointer ma propre contradiction. J'aurais aimé que vous en fassiez autant avec le gouvernement et ses contradictions depuis le début de la gestion de l'épidémie. Là, en l'occurrence, si vous voulez, je ne conteste pas du tout qu'on puisse prendre des mesures pour protéger la France d'une nouvelle variante dont on a expliqué qu'elle était beaucoup plus contagieuse que la précédente vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Ce que je critique, c'est que sur cette population de routiers, avec les conséquences qui plus est économiques et commerciales qu'il y a derrière, on aurait pu effectivement, comme c'est passez-moi l'expression, un nombre assez peu important finalement de personnes avec des conséquences à la fois humaines et commerciales derrière, on aurait pu les faire passer, sachant que dans le même moment, le gouvernement maintient grandes ouvertes les frontières vis-à-vis d'autres pays. Donc en fait, la contradiction n'est pas la mienne, la contradiction est celle du gouvernement. Soit effectivement on fait tout pour protéger la France, mais contre les masses de population qui débarquent et qui peuvent elles, être vecteurs de contamination, soit on ne fait rien pour tout le monde. Mais on ne prend pas, si vous voulez, une petite population dont la conséquence sera vraisemblablement assez peu importante sur la contamination en France, en laissant grandes ouvertes les frontières par ailleurs. Ça me semble tout simplement frapper au coin du bon sens, si vous voulez.